Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un véritable monument du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. On va se concentrer sur son prologue, une ouverture absolument magistrale qui nous jette, sans ménagement, dans une tragédie qui est à la fois antique et, vous allez le voir, terriblement moderne. Mais tout de suite, il y a une question qui doit vous brûler les lèvres. À quoi ça sert une pièce qui nous raconte la fin dès les premières minutes? Pourquoi nous dire qui va mourir avant même que l'histoire ait vraiment commencé? Eh bien, c'est précisément là que se cache tout le paradoxe, et je dirais même tout le génie de la vision de la tragédie selon Anouilh. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Voici notre programme. D'abord, on verra comment la scène est mise en place. Ensuite, on se penchera sur les portraits des personnages, qui sont assez spéciaux. Après ça, on analysera l'élément qui va tout faire basculer, puis on verra pourquoi cette pièce est si moderne, et enfin, on conclura sur cette idée d'inévitabilité qui plane sur toute l'œuvre. Tout commence donc avec ce personnage assez unique qu'on appelle simplement le prologue. Attention, il ne fait pas partie de l'histoire, il est en quelque sorte au-dessus. Il vient briser ce qu'on appelle le quatrième mur, vous savez, ce mur imaginaire entre la scène et le public, pour nous parler directement. C'est ce qu'on appelle du métathéâtre, le théâtre qui parle de lui-même. Dès cette première phrase, tout est dit. Le ton est donné. Le prologue, ce n'est pas juste un narrateur, c'est bien plus que ça. C'est un véritable metteur en scène. Il nous présente les acteurs d'un drame qui est déjà écrit. Et pas par Anouilh, non, mais par le destin lui-même. Il installe le décor, bien sûr, mais il installe surtout l'idée de fatalité. Passons maintenant aux personnages. On va voir comment le prologue nous les présente. Et vous allez voir, ce ne sont pas des personnages qui vont nous réserver beaucoup de surprises. Ce sont plutôt des archétypes, des figures qui sont déjà comme prisonnières du rôle qu'elles vont devoir jouer. Et voici Antigone. Oubliez l'héroïne flamboyante et courageuse à laquelle on pourrait s'attendre. Non, on nous la décrit comme une maigre jeune fille noiraude et renfermée. Le prologue nous la montre tout de suite dans sa solitude, déjà consciente que tout est joué. Et cette petite phrase « mais il n'y a rien à faire », c'est la clé de voûte de toute la pièce. La décision est prise, le mécanisme est déjà enclenché. Et là, Anouilh construit une opposition absolument fascinante entre les deux sœurs. C'est une antithèse parfaite. D'un côté, vous avez Antigone, l'ombre, la gravité, la lucidité face à la mort. Et de l'autre, Ismène, la lumière, la joie de vivre, l'insouciance. Ce contraste, qui est à la fois physique et moral, eh bien, il prépare déjà le terrain pour le conflit terrible qui va les opposer. Et au milieu de tout ça, il y a Aimon. Le prologue met bien en avant l'ironie tragique de son histoire. En toute logique, il aurait dû choisir Ismène, elle qui représente le bonheur. Mais non, un soir, il a choisi Antigone. Et cet acte d'amour, qui semble totalement irrationnel, eh bien, il a scellé son propre destin. La phrase finale est terrible, non? Son titre princier ne lui donne qu'un seul droit, celui de mourir. C'est une véritable condamnation. Alors, Créon. Attention, on est loin du portrait du tyran sadique. Au contraire, on a un portrait tout en nuances. C'est un homme qui a dû renoncer à tout ce qu'il aimait, à ses passions, pour endosser un rôle qu'il trouve lui-même sordide. La métaphore de l'ouvrier est incroyablement moderne. Elle enlève toute sacralité à la fonction de roi. Créon n'est pas un demi-dieu, c'est juste un travailleur, usé, fatigué par sa tâche. Et terriblement seul. Et les autres personnages alors? Eh bien, ils sont décrits un peu comme des rouages dans une grande machine. Eurydice, la reine, qui va tricoter, symbole silencieux de la douleur, le messager qui attend son tour car il sait déjà tout, et puis surtout, il y a les gardes. Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des fonctionnaires, un peu bêtes, des types banals qui jouent aux cartes. Ils sont les exécutants interchangeables et presque innocents de la tragédie. Bon, on a les pions sur l'échiquier. Maintenant, le prologue nous expose la règle du jeu. C'est-à-dire l'élément qui va mettre le feu aux poudres, le conflit à la fois politique et familial qui va servir de toile de fond au drame personnel d'Antigone. Le prologue nous résume très vite le contexte, hérité directement de la mythologie. C'est simple, on a un pacte entre deux frères qui est rompu, une trahison et une guerre fratricide qui se termine dans un bain de sang. C'est crucial de comprendre ce chaos initial pour saisir pourquoi Créon, le nouveau roi, ressent le besoin d'imposer un ordre nouveau, un ordre brutal, pour que tout ça s'arrête. Et il voilà, le point de non-retour, le point crucial de ce prologue, l'édit du roi. Écoutez bien la force des mots. Quiconque, impitoyablement, puni de mort. Il n'y a aucune place pour le doute, pour la pitié. C'est une loi absolue. C'est la loi de l'État qui va s'opposer frontalement à la loi du cœur, à la loi divine que défendra Antigone. À partir de là, le piège est tendu. Maintenant, on va s'intéresser non plus seulement à ce qui est dit, mais à la manière dont c'est dit. Et c'est là que se trouve toute la modernité d'Anouilh.
Il faut se souvenir d'un détail capital. Il écrit cette pièce en 1944, en pleine occupation allemande. Et ce contexte, il est fondamental. La pièce pose la question de l'obéissance à un ordre injuste, la question de la résistance d'un seul individu face à la toute-puissance de l'État. Ce tableau l'illustre parfaitement. Anouilh fait volontairement s'entrechoquer les époques. Les gardes qui jouent aux cartes, Créon qui est un ouvrier, il utilise un langage simple, des images de notre quotidien pour que ces figures mythologiques nous paraissent proches, presque familières. Il ancre cette vieille tragédie grecque dans notre propre réalité. Ce procédé porte un nom, c'est l'anachronisme. D'habitude, c'est une erreur historique, mais ici c'est tout le contraire, c'est un choix artistique totalement délibéré. En faisant ça, Anouilh brise l'illusion. C'est sa manière de nous dire « Attention, ne croyez pas regarder une vieille histoire en toge. Cette histoire, c'est aussi celle de la France de 1944. Cette histoire, elle pourrait se passer aujourd'hui. » On arrive maintenant à la conclusion de ce prologue. Et il se referme exactement comme il s'est ouvert, sur cette idée centrale de l'inéluctable, de la fatalité. Le mécanisme a été amorcé. La machine est en route et plus rien ni personne ne pourra l'arrêter. On en revient à cette phrase du début qui résume finalement toute la pièce. Pour Anouilh, la tragédie, c'est exactement ça. Une mécanique de précision, parfaitement huilée, où chacun a son rôle à jouer et où la liberté n'est finalement qu'une illusion. Le prologue a fini son travail, les personnages sont maintenant seuls. Nous, le public, on sait tout. Et il ne nous reste plus qu'à regarder impuissants le piège se refermer. Et voilà, ce prologue nous laisse avec des questions absolument fondamentales, qui vont résonner tout au long de la pièce. Alors je vous les lance pour ouvrir le débat. Est-ce que ces personnages sont vraiment libres? Créon, est-ce que c'est un monstre ou juste un homme de devoir dépassé? Et la révolte d'Antigone, au fond, est-ce qu'elle est admirable ou est-ce qu'elle est vaine? Il n'y a pas de réponse simple, et c'est ça qui fait toute la force de cette œuvre immense.